Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidinde et tout de suite les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, a participé ce jeudi aux festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la Tanzanie. Le Rwanda s'est joint ce jeudi au reste du monde pour célébrer la journée internationale contre la corruption. Les membres du Forum des femmes parlementaires se félicitent du pas franchi par le Rwanda dans le respect des principes d'égalité et du genre. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Au cours d'une conférence virtuelle ce jeudi organisée par le Kata Foundation, dirigée par le cher Moussa bin Nasser, portant sur l'éducation pour tous, le président de la République, Paul Kagame, est revenu sur l'universalité de l'éducation, que chaque enfant a droit à une éducation de base qui garantit une transmission des connaissances qui permettent à cet enfant de se construire avec une éducation de qualité. Cette conférence sur l'éducation pour tous a été lancée le 7 décembre dernier et a été clôturée ce 9 décembre. Elle a connu la participation d'éminentes personnalités du monde de l'éducation ainsi que les partenaires dans ce domaine. Et puis, le président de la République, Paul Kagame, a participé ce jeudi aux festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la Tanzanie. Les Rwandais qui font le commerce avec ce pays se félicitent du climat des affaires entre le Rwanda et la Tanzanie, surtout que 80% des importations du Rwanda passent par le port de Dar es-Salaam. Le détail avec Jean-Damascène Manishimwe. Les cérémonies marquant 60 ans d'indépendance de la République unie de Tanzanie ont été marquées par un défilé des forces aériennes, maritimes et terrestres. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, est parmi les hautes personnalités qui ont haussé de leur présence ces festivités qui se sont déroulées au stade de l'indépendance dénommé Uhuru à Dar es Salaam. Les Rwandais qui ont vécu en Tanzanie et suivi de près la gouvernance de ce pays depuis son indépendance apprécient les relations entre la Tanzanie et le Rwanda qui s'améliorent de jour en jour. Nous travaillons étroitement et cette collaboration nous a permis d'accomplir beaucoup dans le commerce, surtout le commerce transfrontalier entre Rwandais et Tanzaniens. Dans le temps, nous éprouvions des difficultés, mais nous avons su les surmonter. Certains Tanzaniens viennent initier le Rwandais aux investissements. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Il n'y a plus de corruption sur la route, comme c'était le cas auparavant. Nous nous enrichissons mutuellement. Le Rwanda est devenu comme un pays qui a accès à la mer grâce à la coopération avec la Tanzanie. Avant de rejoindre la communauté des États d'Afrique de l'Est, nous attendions nos bagages à la frontière de Rusumo, mais aujourd'hui, nous pouvons communiquer avec l'Office rwandais des recettes et les importateurs eux-mêmes depuis le port de Dar es Salaam. Le processus d'importation et d'exportation est suffisamment simplifié. Les marchandises n'accusent plus de retard. S'exprimant à l'occasion des festivités de l'indépendance de la République de Tanzanie, la présidente du pays, Mme Samia Suluhu Hassan, a remercié les chefs d'État et de gouvernement qui se sont joints à son pays pour l'occasion. L'ambassadeur de la Tanzanie au Rwanda indique que son pays privilégie les bonnes relations avec les États voisins. Nous fêtons 60 ans d'indépendance et des relations de bon voisinage. Nous voulons élargir la coopération commerciale dans la région et dans le monde entier. Nous souhaitons aussi la paix dans la région qui est d'une grande importance. La Tanzanie a secoué le joug de la colonisation britannique le 9 décembre 1961, devenant alors la République unie de Tanzanie après la fusion du Tanganyika et de Zanzibar. Jean Damascène, Manishimwe pour la TV rwandaise.
Et puis le Rwanda s'est joint ce jeudi au reste du monde pour célébrer la journée internationale contre la corruption. Différents organes concernés par la lutte contre la corruption ont souligné que le Rwanda s'est fixé comme objectif d'accroître le niveau de récupération des fonds détournés de 44,3% en 2017 à 90% en 2024. Les détails avec Kassim Issouf. Sanzimana Emmanuel est l'un des citoyens qui ont osé fournir des informations sur la corruption. Son témoignage à l'occasion de la journée internationale contre la corruption montre que des changements sont possibles si tout un chacun dénonce et pointe du doigt toute tentative de corruption. On lui a dit que c'est moi qui l'ai dénoncé et il n'était pas content. Il n'y avait pas d'autre moyen car on doit dire la vérité et heureusement, il s'est calmé et a changé d'avis et nous travaillons en étroite collaboration et nos relations de travail se sont normalisées. La ministre à la présidence de la République, Judith Uwizeye, indique que le Rwanda s'est fixé l'objectif d'accroître la récupération des fonds détournés de 44,3% en 2017 à 90% en 2024, ajoutant que combattre la corruption n'est possible que si toute la population est impliquée. Sans la participation des bénéficiaires, rien ne peut être réalisé. Les gens devraient s'approprier ces politiques et apporter leur soutien en révélant les cas de corruption. Les citoyens doivent savoir que les services que le gouvernement octroie et d'autres institutions sont gratuits et il n'y a aucune raison de les payer. Lors de la célébration de cette journée, des prix ont été attribués aux journalistes qui ont produit des meilleurs articles d'investigation sur la corruption et le service de l'Ombudsman leur a exhorté à jouer un rôle dans la lutte contre ce fléau. C'est une autre occasion de rappeler aux institutions d'opérer dans la transparence et les médias doivent nous aider en réalisant des reportages d'investigation. La corruption est un ennemi qui retarde le développement des pays. Le district de Kicukiro a été le plus performant dans la ville de Kigali avec la note de 75% et la province du Sud a été classée première avec 66,3%. Chaque mercredi, nous recevons des habitants qui viennent chercher des informations ou qui ont différents problèmes relatifs à la terre et nous y assistons en tant que dirigeants pour éviter les plaintes des gens qui disent qu'on leur a menti, ce qui leur fournit de bonnes informations. Je remercie les habitants du district de Kicukiro car c'est grâce à eux que nous avons gagné ce prix. Les citoyens de leur part indiquent que fournir davantage d'efforts dans la lutte contre la corruption permet d'accroître la qualité de l'octroi de services. Les statistiques montrent qu'en 2018-2019, 210 personnes étaient sur la liste des personnes coupables de corruption, 236 personnes en 2019-2020 et 286 en 2020-2021. Il est prévu que le niveau de la lutte contre la corruption doit passer de 86,5% en 2017 à 92,5%. Le Rwanda est en première position dans la communauté est-africaine en ce qui concerne la lutte contre la corruption et à la 49e place au niveau mondial. La suite de cette édition, la Suède a offert au Rwanda 1 million de doses de vaccins de marque Moderna en vue de soutenir les efforts du pays dans la lutte contre la propagation de la pandémie des Covid-19. L'ambassadeur de la Suède au Rwanda, Johanna Tweg, a félicité le Rwanda pour ses efforts pour lutter contre le virus en vaccinant le maximum possible de la population et dans la plus grande transparence possible. De son côté, le secrétaire d'État au ministère de la Santé, Dr Punga Tarsis, a indiqué que ces dons de vaccins vont aider le Rwanda à atteindre son objectif d'une couverture vaccinale de 70% de sa population avant la fin 2022. Toujours en ce qui concerne la Covid-19, nous avons l'opportunité de rejoindre depuis Brazzaville
en République du Congo, le docteur Richard Mihigo, qui est en charge des vaccins et de la vaccination au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Bonsoir, monsieur le docteur Richard. Bonsoir, monsieur Patrick Nyridandi, et merci beaucoup pour votre invitation. Nous allons donc évoquer avec vous deux sujets importants pour la santé. Il y a tout d'abord la Covid-19 et puis la malaria. Pour commencer avec la Covid-19, à peine l'Afrique tente de faire barrage au variant Delta. Voici qu'est venu déjà le variant Omicron. Faut-il vraiment avoir peur de ces variants ? Merci beaucoup pour cette question. Avoir peur, certainement pas, mais être vigilant, certainement. Nous venons de passer 2 années assez difficiles avec cette pandémie qui a fait autour de 225 000 morts en Afrique et environ 8,8 millions de cas au niveau du continent africain. Nous avons accumulé un certain nombre de connaissances et d'expériences pour la lutte contre la Covid. Et il est vrai que nous devrons mettre à profit toute cette expérience pour effectivement lutter contre ce nouveau variant qui, c'est vrai, présente malheureusement des perspectives de transmissibilité assez importantes. Oui, où en est la vaccination en Afrique ? Vous qui êtes en charge de la vaccination au sein de l'OMS. La vaccination en Afrique a connu quelques ratés au début. Nous avons, comme vous le savez, commencé les toutes premières vaccinations au niveau de la région africaine au début du mois de février-mars 2021. Malheureusement, cette campagne massive de vaccination a connu assez de problèmes au début, avec une insuffisance, une carence de vaccins au tout début. Nous avons vu des pays qui s'étaient accaparés, surtout les pays développés, la plupart des vaccins qui étaient disponibles sur le marché. L'initiative COVAX, qui a été lancée par l'OMS et Gavi, s'est carrément mis à l'arrêt et les choses ont redémarré vers le mois d'août avec les donations qui sont passées à travers COVAX. Alors aujourd'hui, les choses sont plutôt sur la bonne voie. Nous avons environ 350 millions de doses qui ont été déjà distribuées dans divers pays au niveau du continent africain et environ 110 millions de personnes qui sont complètement vaccinées. Mais ça reste encore très peu parce que ceci ne représente que malheureusement 8% de la population complètement vaccinée en Afrique. Vous faites certainement face à de nombreux défis, notamment la résistance de certaines populations face aux vaccins. Que faites-vous pour encourager justement ces populations à adhérer à ce programme ? Il est vrai qu'on a vu énormément de problèmes avec cette pandémie, beaucoup de misinformations, les rumeurs qui ont été propagées au niveau des réseaux sociaux. Il est vrai également qu'au tout début, les prévisions par rapport à la propagation de cette maladie était assez catastrophique. Mais Dieu merci, nous n'avons pas pu voir à se réaliser ces différentes prévisions, ce qui a laissé un peu une certaine partie de la population assez sceptique par rapport d'abord à la réalité de la maladie elle-même et surtout à la dangerosité de cette pandémie. Mais aujourd'hui, nous avons lancé des programmes importants de sensibilisation, de mobilisation des communautés. Nous travaillons avec les communautés, nous travaillons avec les États membres. Je voudrais ici saluer le travail énorme que le Rwanda fournit en ce qui concerne la vaccination. Et nous espérons que le fruit de ces différents travaux que nous sommes en train de faire avec les pays va faire en sorte à ce que nous puissions voir la plupart des pays suivre un peu, d'une manière, l'exemple du Rwanda et accélérer le processus de vaccination. Oui, cela nous permet donc de passer. Donc la Covid-19 a totalement éclipsé un autre danger beaucoup plus mortel pour l'Afrique. C'est selon les derniers rapports de l'OMS sur le paludisme dans le monde. Il y a eu environ 241 millions de cas de paludisme et 627 000 décès dus à cette maladie dans le monde en 2020, une augmentation significative. Quelles en sont les raisons ?
Je vous remercie d'aborder ce sujet, effectivement, parce que pour le moment, tous les projecteurs sont braqués sur la lutte contre la Covid et on ignore un peu les autres grands problèmes de santé publique que nous traversons dans ce continent. Le paludisme, malheureusement, reste une des causes majeures de mortalité, de morbidité en Afrique. Ça reste la première cause de mortalité, surtout chez les jeunes enfants. Et la cause, les causes sont multiples, en fait. En l'an 2000 en particulier, la Covid a exacerbé les perturbations en ce qui concerne la prise en charge de paludisme dans beaucoup de pays, les diagnostics, le produit de dépistage, les produits de prévention des moustiquaires imprégnés, tout ça ont connu des retards ou de distribution ou de mise à jour à travers la plupart des pays. Ce qui a exacerbé un peu la mortalité que nous avons connue, qui a augmenté malheureusement par rapport à l'année 2019. Oui, effectivement, l'Afrique subsaharienne continue donc à porter un lourd fardeau. Environ 95% de tous les cas de paludisme et 96% de tous les décès en 2020. Environ 80% des décès dans la région concernent les enfants de moins de 5 ans. Malgré de nombreuses stratégies prises, ce nombre continue à grimper. Que faut-il faire ? Nous avons actuellement des outils nouveaux pour lutter contre le paludisme. En tout cas, en ce qui nous concerne pour le programme de vaccination, pour la première fois, l'OMS vient d'homologuer un vaccin, et c'est une première mondiale, un vaccin contre le paludisme, qui va être déployé dans la plupart des pays subsahariens. Nous avons également les moyens classiques de prévention, que ce soit les moustiquaires imprégnés d'insecticides, la chimiothérapie en ce qui concerne les nouvelles thérapeutiques combinées. Mais nous portons énormément d'espoir, surtout que vous avez souligné que la majorité des personnes qui meurent avec le paludisme restent des enfants de moins de 5 ans. Avec le nouveau vaccin qui vient d'être mis sur le marché, nous espérons que ceci va apporter une intervention additionnelle dans cet arsenal des outils dont nous disposons pour la lutte contre le paludisme dans la région africaine. Nous avons remarqué que vous avez ciblé les enfants de moins de 5 ans. Pourquoi ce choix ? Ce choix est évident parce que les gens qui meurent de paludisme, d'abord, c'est surtout les enfants. Lorsque nous protégeons les enfants, nous préservons en fait des vies et nous investissons dans l'avenir. Donc ces nouveaux vaccins vont certainement contribuer à la réduction de la mortalité infantile. Et nous espérons qu'avec la contribution non seulement de l'OMS, mais également des autres partenaires, nous sommes en train de mobiliser les financements pour étendre la vaccination qui a commencé dans 3 pays pilotes, le Kenya, le Malawi et le Ghana, et que nous aurons suffisamment de vaccins pour étendre cette protection à tous les enfants vivant dans les zones qui sont endémiques ou hyper-endémiques contre le paludisme. Merci beaucoup, Dr Richard Mihigo. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes en charge des vaccins et de la vaccination au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, basé à Brazzaville, au Congo. Et merci de représenter valablement le Rwanda. Merci beaucoup pour cette invitation, je vous en prie. La suite de ce journal, les membres du Forum des femmes parlementaires se félicitent du pas franchi par le Rwanda dans le respect des principes d'égalité et du genre. Indication faite ce jeudi à l'occasion des échanges de 2 jours sur ces principes. Le point avec Jean Damascène Manichim. Et pendant des jours, les membres du Forum des femmes parlementaires échangent sur la politique de développement économique sur base du respect du principe de l'égalité du genre. Les parlementaires se sont félicités des avancées réalisées par le Rwanda dans le respect de l'égalité du genre, comme l'a indiqué la présidente de ce forum. Nous nous félicitons des réalisations enregistrées, mais nous ne devons pas croiser les bras.
C'est pourquoi le forum met en avant la formation pour que nous ne restions pas en arrière. Malheureusement, on déplore aujourd'hui beaucoup de travaux effectués par les femmes, lesquels ne sont pas valorisés. Ces travaux non rémunérés, alors qu'ils occupent les femmes du matin au soir, nous préoccupent. Nous souhaitons toujours qu'il y ait un salaire minimal qui nous permettrait aussi de valoriser ces travaux. La présidente du Parlement rwandais, la Chambre des députés, indique pour sa part que les réalisations qui font la fierté du Rwanda aujourd'hui doivent aller de pair avec la participation plus accrue des femmes à des programmes de développement économique. Mu nshingano zacu nk'abagize inteko ishinga amategeko dutora ingengo y'imari y'igihugu ariko bigendanye no gusesengura uko politike na gahunda z'igihugu. En tant que parlementaires, nous votons le budget de l'État d'après l'examen et l'analyse des priorités fixées par le pays. Nous pouvons nous réjouir des différentes stratégies mises en place par le Rwanda, assurant l'égalité de chance à tout un chacun. Par ailleurs, beaucoup reste à faire. Les obstacles dans le respect de l'égalité du genre s'observent encore. Je citerai un exemple, le nombre si élevé des femmes qui s'occupent quotidiennement des travaux ménagers non rémunérés, le décalage hommes-femmes quant à la gestion des grandes entreprises, la majorité des femmes étant plutôt orientées vers le petit commerce. Les statistiques de l'Observatoire du genre au Rwanda montrent que les femmes grandes entrepreneurs s'élèvent à 15%, alors que celles qui détiennent les petites entreprises sont au 33%. Jean Damascène, Manichimwe, pour la TV rwandaise. La suite de cette édition, le ministère de l'administration locale indique que la collaboration des différentes instances s'impose pour secourir la population, souvent affectée par les calamités dues au changement climatique. Une réunion de haut niveau s'est en effet tenue à Kigali pour examiner la politique d'aide à la population que les catastrophes naturelles ont affectée. Les précisions avec Kassim Youssouf. L'Institut national des statistiques indique que la pandémie de Covid-19 a fragilisé l'économie nationale et par conséquent l'emploi a été affecté puisque le taux de chômage a augmenté en passant de 13 à 22%. Cet institut indique que de telles pandémies, tout comme des catastrophes naturelles, affectent le bien-être social. Au fur et à mesure que diverses activités ont été arrêtées, cette situation a affecté l'économie nationale, mais nous pouvons aussi considérer d'autres statistiques en ce qui concerne le manque d'emploi. Le chômage en 2020 a augmenté jusqu'à hauteur de 22%, c'est-à-dire le taux de chômage au mois de mai 2020 par rapport à celui de 13% au mois de février de l'année précédente. C'est là la conséquence du désastre survenu parce qu'il y a des choses qui se sont arrêtées et entraînant ainsi l'arrêt du travail. Le ministère de l'administration locale, en collaboration avec le programme mondial alimentaire PAM, a rassemblé différents organes pour discuter notamment sur la riposte aux problèmes qu'entraîne le changement climatique. La secrétaire d'État au ministère de l'administration locale, Ingabire Assunta, indique que le gouvernement est toujours prêt à trouver des solutions aux problèmes consécutifs aux calamités, ajoutant que la collaboration entre différents organes s'impose pour faire face à ces problèmes. Ce problème ne concerne pas seulement une institution telle que le ministère de l'administration locale, également en charge des affaires sociales, et le ministère de la gestion des catastrophes et d'autres ministères et les partenaires pour que nous puissions harmoniser ce plan d'action. Souvent, le gouvernement est prêt pour savoir ceux qui sont affectés par la sécheresse. Surtout, actuellement, nous nous intéressons à la province de l'Est où l'on cultive en espérant une bonne récolte, mais cela peut ne pas arriver à cause de la sécheresse. Ce que fait le gouvernement, c'est collaborer avec d'autres organes, et surtout le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, pour leur apporter de l'aide en leur fournissant de la nourriture qui pourrait les aider jusqu'au terme du problème. Le représentant du programme mondial alimentaire au Rwanda félicite le progrès que le Rwanda a réalisé dans la riposte aux effets du changement climatique.
Ce que nous devons faire, ce n'est pas attendre que les catastrophes surviennent. Par exemple, en cas d'inondation, nous devons secourir la population avant, au moment et après le désastre. L'objectif majeur, c'est renforcer les capacités de la population pour qu'elle soit immunisée contre les calamités, l'informer par exemple qu'il y aura des inondations, la sécheresse, et cela atténue la virulence de ces désastres et ainsi la population ne se retrouve pas dans la pauvreté. Le ministère de l'administration locale indique que les programmes de VOP sont parmi ceux qui viennent au secours de la population affectée par le changement climatique. Le programme d'épargne dans le fonds Ejoheza ou approximativement les lendemains meilleurs et l'assurance des produits agricoles sont parmi les mesures mises en place pour que les périodes de désastre n'affaiblissent pas les citoyens. Et puis, le groupe d'anciens étudiants rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis s'est joint ce jeudi à d'autres jeunes à travers le monde pour échanger sur la journée internationale des commémorations des victimes du crime de génocide, d'affirmation de leur dignité et de la prévention de ces crimes. Kassim Youssouf nous fait le point. Certains membres du GRG indiquent qu'ils ont beaucoup avancé dans le processus de consolidation de la paix en partant de leur foyer, de là où ils vont et de leur lieu de travail. Le président du groupe des anciens étudiants rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, Egide Gatari, indique que les activités qui consistent à œuvrer pour la paix et à prévenir le génocide doivent revêtir un caractère international. Les discussions tenues à l'occasion de cette célébration sont revenues sur le rôle de la communauté internationale dans la lutte et la prévention du crime de génocide à travers la justice rendue aux rescapés. Les jeunes du Rwanda, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Irak ont été choisis pour témoigner à propos de leurs activités dans ces discussions qui se déroulent virtuellement. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué que la communauté internationale a à maintes reprises failli à ses engagements de prévenir le génocide, mais que cela doit changer car cette prévention est le devoir de tout un chacun, ajoutant que les politiciens, les professionnels des médias et la société civile doivent condamner à temps les actes et les discours qui attisent le génocide afin que ce qui s'est produit contre les Juifs, les Tutsis et d'autres victimes de génocide et d'autres crimes contre l'humanité ne se reproduisent plus jamais dans le monde. Et puis, en bref et en images, les guides touristiques des différents parcs nationaux des pays ont suivi une formation visant la protection des gorilles des montagnes dénommée Promesse d'amitié pour les gorilles. Cette formation a été préparée par l'Organisation internationale pour la protection des gorilles en collaboration avec l'Office rwandais pour la promotion du développement à la DB en sigle et en anglais. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Merci à l'ensemble de l'équipe technique que je vois de l'autre côté de la vitrine au niveau de la régie finale et excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.